Et j'ai fait un peu tous les postes là-bas, donc account exécutif, CSM, pour ensuite devenir team leader. Sur pas mal de choses, en fait, sur les process, on a tout remis à plat. On est sur moins de 10% de nos shows. C'est quoi tes meilleurs tips justement dans le closing, en égo, de closing? C'est de poser la question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a une petite dizaine d'années? Tais-toi et écoute. Tout simplement. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hugo Travaillé, directeur commercial chez OneFlow. Alors OneFlow, c'est une plateforme suédoise à l'origine, créée en 2012 et qui automatise tous vos process contractuels en un seul endroit pour rendre plus facile, plus fluide et intelligent les interactions liées au contrat. Alors dans cet épisode, on va plonger dans l'univers de la vente OneFlow qui évolue dans un écosystème vraiment très concurrentiel, dans lequel il est encore plus vital de se démarquer. Hugo va nous dire comment avec ses équipes ils arrivent à glaner des parts de marché et on échangera autour de 3 grandes thématiques que sont comment est-ce qu'on identifie le bon ICP, comment est-ce qu'on met en place un plan d'action pour identifier des supporters de son offre chez ses prospects, ou autrement dit des champions, et enfin comment on se différencie sur un marché hyper concurrentiel. Salut Hugo, comment ça va ? Ça va super et toi Julien ? Ouais, très content de te recevoir dans Vive la Vente. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on va se dire aujourd'hui et ce que fait OneFlow ? Ouais, exactement. Je pense que ça va être un agenda assez chargé, donc il y a pas mal de choses à voir. Donc non, super et ravi d'être invité parmi vous du coup. Eh bah top. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record ? Comment t'es tombé dans la vente ? Comment je suis tombé dans la vente ? Je pense assez jeune. J'ai toujours aimé en fait le challenge. Ok. C'est quelque chose qui me motive et je me voyais pas forcément en fait à faire un travail avec le même salaire fixe. Donc du coup le côté commission m'a toujours plu et été aligné avec ce que je recherchais. Donc c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma jeune carrière du coup. Ok, t'as d'ailleurs un parcours assez international je crois. Ouais, c'est ça en fait. Les 7 dernières années j'ai vécu sur Londres, sur laquelle j'ai travaillé dans un peu plus le domaine du marketing digital, donc de la génération de leads. Et depuis assez peu je suis revenu en France, donc dans une entreprise suédoise, donc avec toujours ce côté un peu culture internationale et aussi intéressant comme petit challenge. Ouais. Ok. Rapidement, les structures par lesquelles tu es passé quand tu étais justement à Londres ? Principalement MVF, donc qui est le leader européen de la génération de leads, et j'ai fait un peu tous les postes là-bas, donc account exécutif, CSM, pour ensuite devenir team leader. Ok, et Doolid aussi je crois. Oui, exactement, qui est un concurrent assez direct. Ok, avec tout ça, est-ce que tu pourrais nous dire justement quelle a été ta plus belle vente, celle dont tu as le plus appris ? La plus belle vente, je pense que c'était avec le groupe Amplifon. Si tu es familier avec tout ce qui est prothèse auditive. Pas trop, je vais pas te mentir. T'es pas exactement encore la cible, tant mieux. Non, donc en fait, voilà, c'était un groupe qui achetait beaucoup de leads, donc très présent sur le marketing digital. Et du coup, c'était intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'éducation en interne chez Doolid, qui était une industrie sur laquelle ils n'opéraient pas à l'époque, quand j'ai rejoint la boîte. Okay. Donc, j'ai dû expliquer un peu aux équipes trafic et opérationnelles pourquoi c'était un bon marché en croissance et pourquoi beaucoup de gens recherchaient du lead sur ce marché-là. Et ensuite, c'était aller voir les grands groupes Amplifon et donc aller voir chaque entité individuelle pour essayer de les convaincre de faire un test, en fait, un POC, un proof of concept avec Doolid. Et pourquoi ça a été ma plus belle vente ? C'est parce qu'en fait, une fois que j'ai eu une entité sur laquelle on a pu faire un test de plusieurs mois avec des résultats convaincants, c'est d'utiliser en fait cette entité pour aller convaincre leurs autres confrères. Parce que si tu veux, c'est des équipes de marketing digital dans une trentaine de pays. Et donc, l'idée, c'était, ça a très bien fonctionné en Suisse. Maintenant, comment est-ce que je peux répliquer la même réussite en fait en France, en Angleterre, en Allemagne ? Et donc, j'ai utilisé à fond mon champion en interne
pour me faire inviter dans des sessions marketing et présenter la solution. Ou est-ce qu'en fait, c'est presque pas moi qui présentais la solution, mais elle, du coup. Parce que c'est quand même plus efficace que si c'est moi qui vais parler des résultats. C'est d'utiliser des testimonials pour ensuite aller voir leurs confrères avec des introductions, ce qu'on a pu avoir comme résultat. Donc c'est vraiment utiliser ça pour remonter en fait les échelons en interne. C'est ça qui a fait une belle vente. Très smart en plus comme process de vente, de faire vendre les autres à ta place. C'est encore mieux. Ça a encore plus de poids que si c'était moi, effectivement. Il y a le savoir vendre et le savoir faire vendre. Ouais, exactement. On va revenir à OneFlow. Alors, je le disais en introduction, tu nous le confirmais aussi en préparation de ce podcast. Il y a déjà beaucoup de solutions de simplification contractuelle. Sans les citer, est-ce que tu pourrais nous rappeler à nos auditeurs comment OneFlow tire justement son épingle du jeu et quelle est donc votre proposition de valeur? Ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est la même question que je m'étais posée avant de rejoindre OneFlow. Et avant de ce faire, en fait, j'avais demandé donc à mon futur manager d'avoir un accès sur la plateforme et je l'avais vraiment challengé sur quels sont les points différenciants avec les plus gros concurrents en fait. Et c'est vraiment en testant la plateforme moi-même et avec ces éléments de réponse que je me suis dit, effectivement, c'est un marché très concurrentiel, mais il y a vraiment des avantages à une solution comme OneFlow. Et je dirais que pour en citer vraiment que deux, c'est le côté simple, c'est vraiment intuitif. Et c'est vrai que c'est encore un nouveau marché, la signature électronique, tout le monde n'est pas équipé. Et donc là, c'est un logiciel... Pour la petite anecdote, nous, quand on rejoint OneFlow, on n'a pas d'onboarding sur le logiciel. On nous laisse un peu, vous avez une semaine pour apprendre à l'utiliser. Et donc, comme ça, tu t'apprends par toi-même, en fait. Donc, tu as cet élément-là. Et tu as le côté simple d'utilisation et aussi intégration au CRM, où est-ce qu'on a ce qu'on appelle une intégration bilatérale, donc des deux côtés. Et donc, en fait, si tu changes une information dans ton CRM, donc par exemple, tu changes le nom de famille de ton prospect, cette information va automatiquement se mettre à jour dans ton contrat et inversement aussi. Et ça, on est les seuls à le faire sur le marché. Donc, par exemple, si tu t'es trompé dans le montant, si ton contrat était signé d'un certain montant, tu veux t'assurer que ce même montant soit dans ton CRM et donc ça se met automatiquement aussi à jour. Donc, je dirais vraiment ce côté, l'intégration la plus poussée au CRM est vraiment le logiciel le plus intuitif possible. Très clair. C'est quoi vos gros enjeux là, des prochains mois ? Oui, c'est le côté, tu arrives sur un marché qui existe depuis déjà beaucoup d'années et donc comment prendre des parts de marché face à tes concurrents. Donc vraiment, les gros enjeux, c'est de prendre des parts de marché et de montrer de la croissance. OneFlow a la particularité d'être coté en bourse sur le marché Nasdaq suédois. Donc, ils regardent les chiffres tous les mois en fait. Donc, tu es aussi bon presque que ton mois précédent et pas que le trimestre, le quarter. Et donc, du coup, c'est de montrer de la croissance mois après mois sur ce marché-là. Tu es arrivé, toi, il y a tout pile 1 an chez OneFlow. Comment est-ce que tu as d'ores et déjà fait évoluer les choses en termes de process, d'organisation commerciale et peut-être aussi de méthode de travail? Sur pas mal de choses, en fait, sur les process, on a tout remis à plat. Parce que malgré le fait que ça faisait un peu plus de 10 ans que l'entreprise existait, on n'avait pas tant de process que ça, aussi fou que ça puisse paraître. Et donc du coup, on a tout remis à plat. Ce qu'on a mis en place, donc déjà par exemple, on a un formulaire de découverte. Donc avant d'organiser une démo, on va poser quelques questions. Ça prend 2 minutes au prospect et c'est pour voir plusieurs choses. L'intention par rapport à ce prospect-là. Est-ce qu'il est vraiment motivé? Est-ce qu'il a pris ces 2 minutes pour remplir le formulaire? 2, on le fait faire sur OneFlow. Donc comme ça, le prospect est tout de suite habitué en fait à la plateforme et est familier avec cette plateforme-là. Ça évite aussi le no-show parce qu'on l'envoie avec une vidéo. Donc ça humanise aussi l'aspect, enchanté Jean-Pierre, je suis impatient de faire le call avec toi dans 3 jours. Et ça permet aussi d'avoir des informations qui vont s'enrichir automatiquement dans notre CRM. Donc le prospect remplit pour nous un peu le CRM. Et après, ça aide la compte exécutive en fait, à avoir des éléments d'information sur et le potentiel de ce prospect et quels sont les points de friction qu'on va devoir un peu plus creuser pour voir si on peut l'accompagner ou pas en fait. Top. Si j'ai bien compris, juste sur ce premier aspect, donc vous envoyez une petite vidéo personnalisée au DG ou en tout cas aux décideurs avec qui vous prenez rendez-vous, en leur confirmant le rendez-vous, leur demandant de renseigner ce formulaire de découverte. Avec le plus de champs fermés pour les faciliter à justement jouer le jeu de le remplir et les champs ouverts sur un peu les points de friction pour qu'ils puissent s'exprimer le plus possible. Ok, très clair. C'est quoi justement le pourcentage de lapins de no-show? On est sur moins de 10% de no-show.
Je pensais que ce formulaire allait être complété de l'ordre de 20%. Ouais. C'était un peu l'objectif. On est à plus de 50%. Un prospect sur deux qui le complète. Ok. Et c'est aussi le côté, le prospect a déjà vu la plateforme, donc a vu sa simplicité, donc ça le met tout de suite dans le bain quand pendant la démo on va lui montrer l'outil en fait pour la deuxième fois finalement. Ok. Et tu penses que ce qui fait que vous avez un taux de no-show qui est très faible, c'est le formulaire, c'est l'engagement avec la vidéo et qu'est-ce qui fait que ça sécurise un maximum? Déjà, si tu as pris le temps pendant 2 minutes de remplir un peu le formulaire, ça montre que tu as vraiment un projet en tête, ou en tout cas tu as réfléchi, et ça permet aussi au prospect de se poser les bonnes questions, parce que dans les formulaires, on a les questions qu'on va voir ensemble pendant le call de découverte, donc ça permet de se dire faut peut-être que j'aille creuser ça par rapport à ma solution actuelle. Ok. Et sur le côté effectivement vidéo où tu montes ta tête, tu expliques bien qu'il y a quelqu'un derrière, tu es attendu pendant le rendez-vous, et donc ça aide aussi à humaniser un peu la relation. Bien sûr. Et à tout de suite créer un peu de lien en fait. Ok, top, et super pratique. D'autres choses que tu as mis en place, que tu as fait évoluer là depuis 1 an? Oui, du coup, au niveau des process, donc l'étape de vente, donc on a ce formulaire qui est envoyé, on a un premier call de découverte, donc là assez classique dans le SaaS où on va vraiment poser le maximum de questions, on va éplucher l'oignon comme on dit pour voir est-ce qu'il y a un point de friction, est-ce qu'on peut accompagner ou pas ce prospect, et on l'explique aussi donc avec un agenda très précis, à la fin de ce call, il y a 3 possibilités, on peut travailler ensemble, on voit comment avancer, c'est pas le bon timing ou c'est pas un bon fit, c'est pas un souci. Donc ça c'est le premier call. Le deuxième call c'est un peu plus ce qu'on appelle le solution design en interne. Donc là on va demander au prospect de nous envoyer un contrat type, où est-ce que du coup on va pouvoir l'inclure dans OneFlow. Et donc l'idée c'est vraiment que le prospect puisse se projeter sur quoi peut ressembler ton contrat avec nous, voilà comment est-ce qu'on peut potentiellement travailler ensemble. Donc là ça aide à s'imaginer un petit peu l'expérience en fait. Et le dernier qui n'était pas mis en place, c'est un call en fait de go no go et entre guillemets de signature en live. Ok. Pour éviter en fait l'indécision, les deals qui se repoussent sur le prochain trimestre, etc. Donc là, on explique clairement, c'est pour signer et surtout accompagner la personne en partageant son écran, signant en fait ensemble. C'est quand même toujours plus sympa, même si c'est à distance. Et donc ça nous aide tout de suite à voir est-ce que le prospect est prêt à s'engager. Si oui, parfait, on avance. Sinon, au moins, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on a mal fait en fait, qu'est-ce qui manque, le pourquoi du comment. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense que tu es bien placé pour savoir que les deals qui ne progressent pas ou qui glissent. Qui glissent effectivement. Ok. Rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Concrètement, comment vous êtes organisé chez OneFlow, commercialement parlant? Alors j'allais dire que c'est très classique dans le domaine du SaaS, mais en fait pas tant que ça. Mais en tout cas pas chez OneFlow en tout cas. Ouais. On a 4 account exécutifs donc qui sont en charge de leur prospection et surtout du closing. Et surtout en fait ce qui est nouveau, OneFlow ne faisait pas la différence entre un SDR et un BDR. Et donc on a vraiment différencié les deux pour avoir des personnes qui sont en charge uniquement de rappeler les leads inbound, donc générés notamment par le marketing, donc webinars, des démos, le classique. Et on a des BDR qui, eux, sont en charge de la prospection dans le dur, donc uniquement de l'appel sortant à froid. Ok, très clair. Concrètement, c'est quoi votre identité, votre culture sales? Est-ce qu'il y a un ADN commun à vos meilleurs commerciaux? Ouais, j'ai demandé la question justement aux commerciaux en préparation du meeting. Et ça va faire un peu bateau, mais c'est vraiment le cas. Et c'est peut-être parce qu'on est une équipe encore relativement petite, mais c'est vraiment l'entraide. C'est ce que j'ai toujours prêché, c'est le côté je veux pas des commerciaux requins. C'est déjà un métier suffisamment dur, assez challengeant où tu te remets en question presque tous les mois. C'est clair. Et donc je veux vraiment en fait que chacun s'entraide pour les deals. Et donc j'ai vraiment essayé d'instaurer une culture où est-ce qu'on part régulièrement de nos deals, on demande conseil aux autres. Idéalement on essaie aussi d'être plusieurs dans les calls, comme ça on se balance des idées en fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui nous manque pour les prochains appels. Donc c'est vraiment ce côté entraide et moi celui que j'aurais utilisé c'est le côté challengeant parce que c'est ce que j'aime moi personnellement, c'est ce que je crois fortement dans la vente, essayer de challenger le prospect sur ses process. Essayer de comprendre pourquoi tu fais ça comme ça, est-ce que c'est vraiment la façon la plus efficace en fait. Ok, top. C'est quoi les différentes étapes d'un cycle de vente type? Alors tu as commencé à parler tout à l'heure de premier call, deuxième call, mais concrètement entre le premier call et le closing, il se passe combien d'étapes? Alors, il y en a 4, donc ce formulaire, le premier call, le call adapté avec la démo et le contrat, et le call de signature. Donc on est sur 4 étapes dans le cycle de vente. Ok.
Quelle est l'étape clé selon toi, ou l'étape en tout cas où toi tu te sens le plus expert, on va dire? Ouais, je dirais que c'est le call de go no go. Parce qu'en fait, je me rends compte, et je faisais beaucoup ça aussi avant, bah souvent la compte exécutive n'ose pas, pardon, aller jusqu'au bout de ses questions, en fait, sur le bon, bah, qu'est-ce qu'on attend pour signer. On commence quand? Voilà, exactement, on commence quand, parce que c'est peut-être une peur bah, de recevoir un non, c'est ce qu'on se disait, ou peut-être bah, que le deal soit repoussé, ou je sais pas si c'est parce que du coup je suis pas impliqué directement, mais on peut facilement jouer le côté good cops, bad cops. Ouais. Donc le bon et le mauvais flic. Il y a aussi le côté, en fait, bah, vu que je suis un petit peu en dehors du call, bah, ça me permet d'approfondir les questions et d'aller un petit peu plus loin que ce que pourrait faire peut-être un account exécutif qui est déjà pas mal impliqué dans le call. Donc ça aide aussi un peu. Ok. C'est quoi tes meilleurs tips justement dans le closing, en égo de closing? C'est de poser la question. Okay. Honnêtement, tout simplement, on s'est rendu compte qu'en fait beaucoup de personnes n'osaient pas poser la question. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on ait un meeting de go no go. Et c'est pas de comprendre, bah voilà, qu'est-ce qui t'empêche de signer en fait avant la fin de la journée en fait, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient dû être impliquées dans le process? Idéalement, on a posé ces questions en amont, donc il n'y a plus de surprise pendant ce meeting-là, mais du coup de comprendre bah, s'il n'y a pas une signature, pourquoi en fait. Et surtout jouer sur le côté humain, et j'aime bien poser une question, quand on reçoit un no-go, c'est plutôt bah, qu'est-ce qu'on a loupé en fait? Où est-ce que tu n'as pas vu la valeur ajoutée de OneFlow? Qu'est-ce qu'on a manqué dans le process? Pourquoi en fait, c'est un no-go? Pour essayer de voir bah, est-ce qu'on peut rattraper la chose, ou en fait c'est trop tard dans le process. Ouais. D'accord, ok. Tu me disais aussi en préparation de ce podcast il y a un peu plus d'un mois que votre priorité numéro 1, c'était d'identifier votre ICP, donc votre client idéal. Tu peux nous en dire plus? C'est toujours un travail en construction, effectivement. C'est intéressant parce que bah, OneFlow est d'origine suédoise, et donc eux ont un ICP très bien identifié en Suède, et étant donné que le marché français est un nouveau marché avec d'autres concurrents, bah, l'objectif c'est de l'identifier. Et le moyen le plus efficace qu'on a trouvé pour l'identifier, c'est de passer en fait par une agence qui externalise nos séquences en fait d'email et de campagne emailing et de campagne LinkedIn. Okay. Et surtout en fait par rapport à OneFlow, ils le font vraiment à grande échelle. Okay. Donc du coup ils envoient des milliers d'emails et de connexions LinkedIn en fait. Okay. Et donc là on peut vraiment en tirer des conclusions. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour identifier son ICP, de demander à 2-3 commerciaux, bon bah voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On voulait que ce soit basé sur de la data, sur du factuel. Et donc là, du coup, ça nous aide à comprendre la taille, l'industrie, etc. Et du coup, il ressemble à quoi alors votre ICP aujourd'hui? Alors l'ICP sur la France, typiquement, ça va être une entreprise entre 50 à 250 employés. Ok, PME. Exactement, PME. On a des grands groupes ailleurs, mais en fait, de par le cycle de vente et les objectifs sur le marché français, on s'est dit on va les laisser de côté pour le moment. Okay. En termes de decision makers, enfin de personnes que l'on va contacter, il y en a 4, je dirais. Numéro 1, tout ce qui est département commercial, donc souvent des directrices commerciaux. On a en 2 des ressources humaines, donc des RH. Okay. En 3, et surtout un peu plus sur les entreprises du SaaS, de la tech, on a tout ce qui est revenu ops, sales ops, CEO. Donc ils sont quand même pas mal au courant des process. Exactement, des process et des outils. Et le dernier, c'est tout ce qui est département légal. Ouais. Parce que forcément, l'aspect juridique, signature des contrats, etc. Exactement. Bon, après, les signatures électroniques sont reconnues depuis maintenant 5-6 ans, 7 ans même. C'est ça, ouais. Comment tu vois le profil du client type évoluer d'ailleurs selon toi? Je sais que vous avez UNICEF, PwC ou encore DHM comme client. C'est quoi les caractéristiques communes finalement, et comment tu vois ce marché évoluer dans les prochaines années? Ouais, bah, je vois que en France, on est un peu en retard par exemple sur le marché suédois. Ouais. Donc c'est vrai qu'en France, on est beaucoup encore sur de la technologie PDF, donc qui est quand même un document assez figé. Qu'on ne peut pas faire évoluer. Exactement, qui était très bien il y a 10 ans. Là, justement, la force de OneFlow et d'autres acteurs, notamment les marchés scandinaves, c'est qu'ils ont utilisé une technologie HTML. Et donc du coup, c'est vraiment un document avec lequel tu vas collaborer avec ta contrepartie. Donc tu vas pouvoir le modifier en fait à souhait tant qu'il n'a pas été signé par les deux parties. Ce qui veut dire que tu m'envoies un contrat pour signer, pour bosser sur OneFlow. Moi, je peux le modifier parce que je t'ai trompé sur l'entité légale d'UpTo, ou parce que je suis pas d'accord avec les conditions, par exemple. Ça, tout compris. Tu peux venir travailler chez OneFlow, du coup. Ok. Et tu avais une deuxième partie de la question, c'est ça? Ouais, c'était plus lié sur comment tu vois évoluer le marché dans les prochaines années.
Ouais, alors après, nous, de toute façon, on va continuer à aller un peu sur cette même cible qui fonctionne le mieux. Et Ouais. donc, voilà, par définition, c'est des entreprises qui ont beaucoup de commerciaux. Ouais. Et donc, du coup, voilà, qui, par définition, envoient beaucoup de contrats. Et surtout, en fait, la force de OneFlow, c'est pas tant si tu envoies, je sais pas, 5 contrats par mois, Hmm. mais dès que tu as de la volumétrie, on va vraiment te faire économiser du temps. Donc, à tes commerciaux, à tous ceux qui envoient des contrats. Ouais. Déjà par l'automatisation avec le CRM, donc ça, il n'y a Hmm. plus de vérification, il n'y a plus de tâches manuelles en fait qui n'ont pas de valeur ajoutée. Bien sûr. Et c'est sur le côté, surtout sur le côté, plus tu envoies de contrats, plus avoir un outil comme OneFlow en fait prend du sens Bien sûr. parce que forcément tu gagnes, je sais pas, ne En serait-ce que, productivité. voilà, tu te dis une heure pour rédiger un contrat fois le nombre de commerciaux, enfin ça c'est considérable. Ok, top. Tu conseilles quoi aux directeurs commerciaux qui nous écoutent et qui cherchent encore leur ICP? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre que tu recommanderais? Ouais, je pense que la première, c'est d'être le plus factuel possible. Et c'est pour Ok. ça qu'on s'est dit, on va passer par une agence qui va envoyer des milliers d'emails pour voir qui nous répond, en fait. Un A/B testing, quoi. Exactement. Ouais. Il y a rien de mieux que l'A/B testing. Et ensuite, j'irai même plus loin, c'est en plus de l'analyse de ceux qui vont prendre un premier rendez-vous, un M1, c'est d'analyser en fait ceux que tu signes et ceux que tu ne signes pas. Et pourquoi tu les signes pas. Hmm. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être des industries et ou des acheteurs en fait qui ne sont pas les bons. Et donc c'est vraiment regarder dans le détail en fait où tu arrives à gagner des points de vente ou pas. Et je pense que c'est ça qui fait la différence à t'aider à peaufiner un peu ton ICP. Une autre et une dernière chose qu'on a mis en place aussi, c'est d'aller questionner nos nouveaux clients en fait. Pourquoi vous avez pris OneFlow? Qu'est-ce qui vous a plu chez OneFlow? Pour essayer d'aller un peu plus loin dans en plus le qualitatif, en plus du quantitatif, faire du qualitatif sur pourquoi on a été la solution retenue pour essayer d'adapter en fait nos messages aussi de Nos arguments, prospection. ouais, voir ce qui marche Exactement. le mieux. On a adoré une de tes formulations en préparant cet épisode où tu disais qu'en France, OneFlow avait 10 ans de retard sur la fête du marché de la signature électronique. Mhm. Donc vous devez perpétuellement courir aussi après les leaders. Et tu nous disais aussi que 9 fois sur 10, les clients ont déjà une solution, que sinon vous pouvez être considéré comme un nice to have. D'autant plus en ce moment. Comment est-ce que vous dépassez ces différentes objections courantes? Ouais, il y a plein de choses qu'on a mis en place. Déjà, par exemple, quand on fait de l'appel à froid ou quand on parle à un prospect, on part toujours du principe qu'il ou elle a déjà une solution en fait. Ouais. Alors qu'avant, on leur demandait est-ce que vous avez une solution? Là, oui, il y a toujours un oui, donc ça pousse tout de suite un froid sur le reste de l'argumentaire. L'objectif, c'est pas de casser son prix, évidemment, parce que ça serait la facilité et ça entraînerait le marché en fait vers la baisse. Donc c'est surtout pas ce que l'on veut faire et ce que l'on veut éviter. Et en fait, c'est ce que je te disais, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint OneFlow, c'est que j'ai vraiment testé la solution avant de me dire, ok, il y a vraiment quelque chose de sympa, c'est un produit assez sexy ce qu'ils ont développé, même l'image de marque, le brand awareness autour, ils ont eu pas mal d'imagination, ils ont su se démarcher. Et donc, c'est le côté où est-ce qu'on va pousser l'intégration au plus grand CRM qui permet vraiment de se dire, il y a vraiment quelque chose qui est plus que les autres en fait, et ça vaut le coup de changer et de reformer en fait mes équipes en fait sur cet outil. Donc, je conseillerais vraiment c'est d'avoir un élément différenciant de ses concurrents et qui soit vraiment fort et sur lequel on peut rajouter une plus-value en fait. Ok. L'une des pièces maîtresses de votre stratégie commerciale pour entamer la discussion, c'est d'avoir aussi un plan d'action pour déceler et motiver un champion en interne, on en parlait tout à l'heure. Raconte-nous comment justement vous procédez pour faire émerger ce champion. Ouais, alors pour émerger le champion, ça va être des questions assez classiques. On a mis en place du MEDDIC, du BANT, mais c'est pour vraiment identifier comment en fait, quelles étaient les personnes qui étaient impliquées quand ils ont acheté une solution soit précédente, soit similaire. On aime bien poser la question, qui se sentirait un peu délaissé si on l'invitait pas dans le prochain call de follow-up, parce qu'il y a toujours en fait d'autres personnes qui sont impliquées et on se rend compte que plus tu as de personnes impliquées dans le deal, plus tu as de chances en fait que le deal se fasse et se fasse plus rapidement aussi. Okay. Donc c'est vraiment important de déceler ces éléments-là. Et en fait, ensuite, c'est un peu, je vais réutiliser le mot challenger, mais on va dire tester son champion. C'est de voir, j'ai cru comprendre que la solution te plaît vraiment, mais du coup, comment est-ce que ça se passe au niveau de la prise de décision? Est-ce que tu as de l'influence là-dessus en fait? Et donc c'est vraiment légitimer en fait le rôle de ce champion et de lui dire, comment est-ce que tu vas convaincre? On aime bien aussi poser cette question. Par exemple, quand il y a
un comité de direction qui doit justement regarder les différents outils, comment est-ce que tu vas les convaincre que OneFlow c'est la bonne solution en fait. Et ça permet aussi de s'assurer de un, oui, la personne a les bons arguments et sait les utiliser aussi derrière, parce que on n'est pas toujours convié en fait à ce comité interne. Ouais. Ouais, c'est un bon point. Et puis il y a aussi d'autres questions qui marchent bien, comme qui d'autre que toi intervient dans la décision de se faire accompagner pour ne pas trop être trop strong avec son interlocuteur, si notamment en fait il décide pas, mais qui d'autre que toi, comment est-ce que je peux t'aider justement en interne à faire passer les bons messages, parce qu'en fait ça devient ni plus ni moins que le vendeur en fait. C'est ça, le super vendeur. C'est un bon point ce que tu dis, parce que nous on va même plus loin, où on lui demande en fait on va lui proposer de lui faire une présentation très simple, 1 ou 2 pages, et on lui demande est-ce que tu leur as déjà demandé qu'est-ce qu'ils veulent voir dans cette présentation exactement en fait. Et donc comme ça, la personne a déjà un support qu'elle peut réutiliser en comité de direction s'ils n'ont pas souhaité qu'on reste pendant 10 minutes, ne serait-ce que pour une question-réponse en fait. Ouais. Ok, top. Si on parle maintenant de vos méthodes de génération de leads, vous faites pratiquement pas d'outbound, c'est ça ? Presque plus, c'est l'objectif, tout à fait. Et par contre, tu as mis des process très stricts pour les inbound. Justement, tu peux revenir là-dessus pour nous ? Oui, il y en a 3-4, je dirais, dans les grandes lignes. Le premier, c'est la rapidité d'appel. Et donc, je force notre SDR à rappeler les leads sous moins d'1 minute, idéalement. Okay. Parce que plus tu attends, plus tu vois que c'est corrélé avec la probabilité d'avoir la personne au téléphone. Okay. Parce que on parle avec des directeurs commerciaux et une fois qu'ils ont fait leur demande en ligne, ils retournent sur le reste de leurs activités. Okay. Donc du coup ce côté extrêmement réactif. Ensuite c'est le nombre de rappels. Et donc en fait selon un lead scoring et la qualité d'un prospect, on va essayer de faire entre 8 à 12 rappels. Idéalement, les premiers rappels se font donc les premiers jours, parce que plus on attend, moins il y a de chances d'avoir ce prospect. Et après, ça c'est assez classique, c'est sur le fait de diversifier les canaux en fait. Donc évidemment, on a l'email, on a le numéro de téléphone, mais on a aussi la personne que l'on peut retrouver sur LinkedIn. Donc on peut lui envoyer un voice note, donc un message vocal personnalisé. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est le SMS, qui est assez peu utilisé par rapport à d'autres cultures, comme par exemple l'Espagne. Et donc vous lui renvoyez un petit SMS, on a vu que vous avez fait une demande de renseignement, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous ? Top. Donc voilà. Ok. Je passe un peu du coq à l'âne, mais tu essayes aussi de mettre en place un management qui est très collaboratif chez OneFlow, basé sur l'exemple, sur le feedback, la franchise. Est-ce qu'il y a des limites à une telle forme de management ? Ça fait qu'il y a plein de beaux mots, plein de buzzwords. Je pense pas forcément. Enfin, après, j'imagine que tout ne peut pas être dit, forcément, parce qu'il y a des décisions qui sont confidentielles et stratégiques à l'entreprise. Mais je pars du principe où on a recruté des gens qu'on estime, entre guillemets, smart, qu'on estime compétents. Et donc, pour moi, c'est assez important de leur partager effectivement et les résultats de OneFlow et la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment un peu le côté, et si tu veux, je continue avec les mots un peu clichés, mais c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc pour moi, c'est super important en tant que manager et de montrer l'exemple là-dessus, et sur le côté transparent dans la communication en fait. Ok, donc beaucoup de communication, beaucoup de transparence sur l'activité et sur les enjeux du moment. On va parler un peu recrutement maintenant, pour créer une équipe performante, alignée sur vos valeurs, vos objectifs. C'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement ? Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs du marché, mais moi j'aime beaucoup, avant de commencer le recrutement, poser des questions sur les passions, les hobbies de la personne. Ok. Parce qu'en fait, j'ai pas forcément envie que la personne rentre dans son pitch qu'elle a fait peut-être à 3-4 entreprises avant de me rencontrer sur dis-moi ton parcours. C'est au contraire, qu'est-ce qui te passionne ? Donc, idéalement, si la personne l'a mis sur son CV, j'en profite pour la questionner là-dessus. S'il n'y en a pas, je pose aussi cette question-là. Et en fait, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est que la personne soit un peu plus à l'aise, en fait, parce qu'elle est censée parler d'un sujet qui va la passionner. Et le deuxième, et je trouve ça assez important, c'est un rôle de commercial, c'est en fait, décris-moi une passion, même si je suis peut-être pas du tout passionné par le sujet. L'histoire de l'art de l'Inde, par exemple, que j'ai eu en entretien. Et est-ce que tu arrives à me raconter quelque chose qui va m'entraîner ? Voilà, c'est une sorte de storytelling où est-ce que je vais être dans le sujet ou pas ? Et je trouve ça assez important avant d'entamer en fait le reste de l'interview. Hyper intéressant. C'est quoi tes critères sinon auxquels tu es attentif ? Sur la préparation.
Ouais. Parce que pour moi, le côté organisé, je pense que c'est un des... Alors, il y en a plein d'attributs qu'un commercial doit avoir, mais je pense que le côté organisé est super important. Et donc, je veux voir que la personne a fait ses recherches sur OneFlow et en fait, surtout, me pose des questions à la fin. Ok. Et je demande souvent, quelles sont les questions que tu as pour moi, plutôt que est-ce que tu as des questions, parce que pour moi, c'est presque évident que la personne doit avoir des questions ou avoir au moins cette curiosité, cette intelligence émotionnelle, je sais pas comment on l'appelle, mais au moins cette curiosité. Ouais. Ok, top. Maintenant, si on passe peut-être sur l'aspect formation, comment est-ce que tu fais pour accompagner tes équipes au quotidien, pour les faire monter en puissance? Ouais. Et est-ce que tu as des tips aussi pour pérenniser sa force de vente? Parce que ça va de pair généralement formation et, Ouais. et stabilité dans une équipe commerciale. Ouais. Alors la formation, elle avait été faite, donc on a un onboarding qui se fait en Suède. Ouais. Donc où ils font venir tous les nouveaux arrivants, donc 1 semaine voire 2 semaines sur le bureau suédois, donc c'est super pour rencontrer les équipes. Okay. Après nous, ce que l'on a mis en place, c'est toutes les semaines, tous les lundis, on fait des réécoutes de calls. Donc on fait les deux, et de call par exemple, et de démo en fait. Et on prend vraiment le temps d'analyser parce que le diable se cache souvent dans les détails. Et donc quand on réécoute un call, enfin une démo d'1 heure, ça aide à monter, à ce que tout le monde monte en compétences aussi, parce qu'on a un produit qui est quand même assez technique, et donc du coup il y a plein de questions sur lesquelles il faut être toujours à jour. Okay. Et ça permet aussi, à chaque fois on demande à la personne, là j'ai trouvé que tu as fait quelque chose d'excellent, ou là je l'aurais posé différemment, qu'est-ce que tu vois toi en fait? Et donc idéalement c'est toujours la personne qui est en call qui doit se rendre compte, ça j'ai adoré cette question, ou là je l'aurais formulé un peu différemment. Et donc ça, on a vu vraiment une grosse différence sur les équipes, sur le côté, encore une fois aussi, ça aide à s'entraider et à se dire, tiens, c'était la première démo avec ce prospect-là, je pense qu'il te manque ça comme information, ça serait pertinent à demander en fait au prochain. Donc ça sert vraiment à plein de choses, et de l'entraînement individuel, et aussi aider la personne sur les next steps pour le prochain call aussi. Ok, top. Si on parle maintenant un peu d'argent, on a justement sorti notre dernière étude sur les salaires il y a 1 semaine. Est-ce que tu penses que c'est toujours le nerf de la guerre pour les commerciaux ? Oui, je pense. Après, tout le monde n'est pas motivé de la même façon. C'est quelque chose qu'on aime bien me demander en fait quand on rejoint une équipe, c'est qu'est-ce qui te motive. On se rend compte que quand même le salaire pour un commercial, ça peut être 60-70% de son variable, donc c'est vraiment important aussi de comprendre cet élément-là. Après, c'est ce que je disais, c'est pas la seule chose. Effectivement, il y a l'évolution de carrière. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es challengé? Que ce soit avec ton manager, ton N+2, etc. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Mais oui, je pense qu'une grande partie des commerciaux font ce travail sur justement le côté variable et l'atteinte d'objectifs. Ouais. Je te pose la question parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui nous parlent justement, comme tu disais tout à l'heure, du sens, de l'équipe, et qui deviennent finalement, dans certaines enquêtes, les premiers leviers de productivité chez certaines populations. Intéressant. Ouais. Est-ce que c'est toujours l'une des clés pour pérenniser sa force commerciale, et selon toi, comment est-ce qu'on gère ça en ce moment alors que le business est un peu plus tendu? Ouais, je dirais que, à toi de me dire aussi, mais généralement on part d'une entreprise pour 3 points principaux. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Je dirais que c'est pour l'argent. Et donc, soit on n'atteint pas ses objectifs, ou alors on est limité par rapport aux commissions. Bon, le salaire ne nous convient plus. Je dirais que c'est par rapport au manager. On n'est peut-être pas assez stimulé, on est peut-être un peu trop micromanagé par rapport à ce que l'on aime. Et le troisième, je dirais que c'est le manque d'évolution ou de perspective d'évolution. Et donc, je pense que si on n'a pas ces 3 éléments-là, c'est plus facile de se remettre en question encore plus. Et nous, on a la chance chez OneFlow, on a vraiment des belles valeurs, on a vraiment une INPS donc, qui est vraiment très élevée par rapport au reste de l'industrie. Donc, on a vraiment une entreprise, encore une fois, ça fait très cliché, mais vraiment bienveillant, et c'est ce côté-là. Mais je pense que c'est important aussi de cocher les autres cases. Ouais. Ok, top. C'est quoi les chiffres, les KPI que tu suis pour te dire que ton équipe de vente, ta machine de vente fonctionne bien? C'est ce que je dis toujours aux commerciaux. Moi, le KPI principal, ça sera la signature en fait, l'ARR dégagée. Si la personne est à l'objectif, ça met un peu égal comment elle a atteint cet objectif.
Si elle le fait en 5 heures de travail par semaine versus 90, bah super, comment tu fais en fait en 5 heures pour que on puisse être sûr que les autres arrivent à le faire dans le même laps de temps. Ok. Donc ça reste le nerf de la guerre. Et en fait, quand la personne n'atteint pas ses objectifs, on regarde ensemble là où le bas blesse. Donc on va regarder, est-ce que ton taux de signature est plus faible que les autres? Ouais. Est-ce que ton nombre de rendez-vous est plus faible? Et là, après, on peut remonter jusqu'à l'activité. Mais je préfère le décomposer d'abord sur l'objectif final qui nous intéresse tous, donc l'ARR dégagé ou le MRR selon le type de business dans le SaaS. Et Ok. après, on remonte un peu la pente. D'accord. Donc quand tu remontes la pente, par exemple, pour un sales qui n'est pas au rendez-vous en termes de chiffres, tu regardes quoi? Tu regardes le nombre de rendez-vous, le nombre de calls? C'est ça, généralement, c'est ça en fait. C'est l'activité qui est pas assez importante par rapport en fait au taux de signature de la personne. Donc important aussi de regarder le taux de signature, le hit rate Ok. par rapport à la personne, parce que ça peut varier d'une personne à l'autre par rapport à l'expérience, etc. Et donc du coup on regarde dans le détail à ce moment-là. Ouais. D'accord. Tu regardes aussi le coût d'acquisition? Ouais. Alors on regarde plein de choses. On va regarder le nombre de leads, est-ce qu'on a assez de leads par commerciaux. On va regarder effectivement le coût d'acquisition et on va essayer d'être assez granulaire. On va le regarder par channel. Ok. Donc ça c'est assez récent. On va le regarder donc et par pays et par channel. Donc côté marketing, partenariat, côté activité outbound. On va regarder effectivement tous ces KPI assez dans le détail. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux cette année et qui vous a fait gagner en efficacité ou en temps d'ailleurs? C'est un qu'on est toujours en cours d'amélioration. Ouais. C'est l'attribution des comptes aux account exécutives. D'accord. Donc en fait, on veut éliminer la prospection par les AE et on veut que ça soit fait automatiquement par l'équipe revenus et sales ops. Ok. Et donc l'idée, c'est tu vas avoir un nombre de comptes limité à les prospecter par mois, qui est basé sur notre ICP, sur lequel en fait les contacts ont déjà été importés. Et donc du coup, la personne va pouvoir faire tourner ses cadences de prospection, avec du cold call, de l'emailing et du LinkedIn. Et si pour X ou Y raison l'entreprise n'est pas un bon fit, ou on reçoit une objection, Ouais. la personne peut retourner la compte pour qu'un nouveau lui soit attribué en fait automatiquement. D'accord. Ouais. Ok. T'as des outils pour ça ou c'est fait en interne? On a des outils, on utilise Captain Data pour enrichir le CRM, donc sur les informations de l'entreprise. On a Gradient Works qui nous aide aussi pour l'attribution des comptes et aussi l'attribution des leads. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres outils ou des indispensables dans ton quotidien de directeur commercial? Oui, l'indispensable, ça reste pour moi le CRM, hein, c'est la source de vérité. Et du coup, tous les dashboards, les tableaux de suivi sont sur le CRM et donc ça nous aide à voir un peu comment se passe la performance et où est-ce qu'il y a des axes d'amélioration. Et après, on utilise beaucoup d'outils d'automatisation pour les cadences, donc notamment du Salesloft assez classique. Ok. Et là, donc, je te décrivais la réécoute de calls et de démos que l'on fait de façon très archaïque et très manuelle. Et là, on est en train de voir des outils d'intelligence artificielle et de conversation de type un peu Mojo ou Gong pour voir justement comment on peut améliorer ce taux de signature. Ok. Si je te pose quelques dernières questions de fin, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a une petite dizaine d'années? Tais-toi et écoute. Tout simplement. Pour moi, un bon commercial, c'est quelqu'un qui va poser peut-être 40%, qui va parler 40% du temps. Donc, qui va faire les bonnes recherches, qui va poser les bonnes questions et surtout qui va approfondir en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que le commercial où tu as la sensation de faire un sondage et tu réponds quelques questions, ok, je suis éligible, je suis un bon prospect pour toi. Et non, c'est vraiment la personne ça qui fait checklist quoi. Ouais, ça fait liste exactement. de course. C'est ça. Check, c'est bon. Non, il faut vraiment que la personne écoute et pose des questions pour vraiment comprendre. Et évidemment pour que le prospect se rende compte de lui-même qu'il y a un problème et que ta solution ou peut-être une autre soit la bonne. Ok. Voilà. On a une expression qu'on aime bien chez Up2, c'est avoir 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus qu'on te parle. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? C'était sur ma philosophie de faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Et je pense qu'en tant que manager, c'est encore plus vrai. Je dirais même que c'est vrai en fait sur tous les postes parce que du coup, ça permet d'instaurer une certaine confiance.
Et tu sais que bah voilà, quand tu vas déléguer une tâche à une personne, tu sais qu'elle va être faite et elle va être bien faite et surtout en temps et en heure. Et ça, je pense que c'est super important pour un commercial, que ce soit en interne ou côté prospect, justement. Bah voilà, si je te dis que je vais t'envoyer une proposition commerciale le mardi à 17h, c'est que tu l'auras bien le mardi à 17h. Ok, top. Ouais. Est-ce que tu as d'autres ouvrages, d'autres outils, d'autres livres à recommander à nos auditeurs? Ouais, alors ce qu'on a mis en place aussi, on l'appelle le Père Castor. Et donc, une fois tous les mois, tous les 2-3 mois, dès que quelqu'un a lu un livre intéressant, idéalement lié à la vente ou alors au développement personnel, Ok. la personne prend des notes de ce livre et en fait vient le pitcher au reste de l'entreprise. autres, ok. Voilà, exactement. Et donc, ça permet de voir un peu d'autres livres. Après, moi, j'ai beaucoup aimé, c'était de Challenger Sell, qui est un grand classique dans la vente, qui est vraiment intéressant parce que ils ont analysé énormément de calls. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un profil type qui fonctionne mieux que d'autres. Et c'est celui que j'arrête pas de répéter depuis le début, de challenger. Ok, top. Et écoute, on arrive au bout de ce podcast. Merci beaucoup Hugo pour tes bons conseils, ton temps, ton énergie et puis j'ai envie de dire ton intelligence situationnelle dans la vente. Super, merci à toi et merci encore pour l'invitation. Merci Hugo, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente!